Bonjour à tous, merci de vous être levés tôt pour venir dans cet amphithéâtre que j'ai quitté il n'y a même pas 6 mois, donc c'est très bizarre. Je me présente en quelques mots, je m'appelle Harold Grand, je travaille chez Quotidien, l'émission d'Yann Barthès sur TMC. Je suis en charge des nouveaux formats pour le web là-bas, donc on fait beaucoup de formats sur les réseaux sociaux. Et avant ça, j'ai passé 1 an au service tech du Figaro, en alternance. Donc aujourd'hui, on va faire une présentation sur ce qu'on appelle la désinformation en ligne, qui est un terme très très large. Je vais vous faire une petite présentation au début avec quelques vidéos, et après je laisserai la parole aux gens qui sont à mes côtés. Alors après avoir occupé une place de premier ordre dans la campagne américaine de 2016, la désinformation sur les réseaux sociaux, les fameuses fake news, inquiète encore et toujours aujourd'hui à 1 an de la prochaine présidentielle aux États-Unis. Ces derniers jours, la polémique a enflé aux États-Unis autour de ce qu'on appelle les publicités politiques sponsorisées. Dans cette polémique, Facebook est aux premières loges, comme souvent. Son fondateur Mark Zuckerberg n'a jamais réfuté, pas plus tard qu'il y a 2 semaines devant le Congrès américain, le fait qu'il était possible de mentir dans une publicité sur son réseau social. Il n'a pas non plus assuré qu'une publicité factuellement fausse serait retirée de Facebook. Le tout pour respecter la sacro-sainte liberté d'expression. Pourtant, très vite, d'autres réseaux sociaux ont pris ce sujet à bras-le-corps, comme Twitter, qui, de son côté, a décidé de bannir la semaine dernière les publicités politiques sur son réseau social. Alors, aux États-Unis, le sujet est devenu très très politique ces dernières semaines. Hillary Clinton a estimé que Facebook devait s'expliquer sur ces mesures. Même chose pour la candidate anti-GAFA Elizabeth Warren, qui est partie d'ailleurs en croisade pour démanteler le réseau social. Sans parler d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui, vous l'avez peut-être vu il y a 2 semaines, a profité de son face-à-face avec Mark Zuckerberg au Congrès américain pour en remettre une couche. Donc je vais vous montrer une petite intervention. You announced recently that the official policy of Facebook now allows politicians to pay to spread disinformation in 2020 elections and in the future. So I just want to know how far I can push this in the next year. Under your policy, using census data as well, could I pay to target predominantly black zip codes and advertise them the incorrect election date? No, Congresswoman, you couldn't. We have, even for these policies around the newsworthiness of content that politicians say, the general principle that I believe that... But you said you're not going to fact-check my ads. We have, if anyone, including a politician, is saying things that that is calling for violence or could risk imminent physical harm or voter or census suppression when we roll out the census suppression policy, we will take that content down. So you will, there is some threshold where you will fact-check political advertisements. Is that what you're telling me? Well, Congresswoman, yes, for specific things like that, where there's imminent risk of harm. Could I run ads targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? Sorry, can you repeat that? Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primaries saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the bounds here. What's fair game? I don't know the answer to that off the top of my head. You don't know if I'll be able to do that. I think so. Do you see a potential problem here with a complete lack of fact-checking on political advertisements? Well, Congresswoman, I think lying is bad, and I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad. That's different from it being, or in our position, the right thing to do to prevent your constituents or people in an election from seeing that you had lied. So you won't take down lies, or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. Congresswoman, I'm not talking about spin. I'm talking about actual yes, in most cases, in a democracy, I believe that people should be able to see for themselves what politicians that they may or may not vote for So are you saying, won't take them judge their down. character for themselves. So you won't take. You may flag that it's wrong, but you won't take it down. Congresswoman, it depends on the context that it shows up. Organic post, ad. On va arrêter là parce que ça
ça va devenir gênant. Mais au-delà des États-Unis et du terme ambivalent de fake news, la désinformation en ligne n'est plus un phénomène isolé, on le sait maintenant, c'est devenu une véritable industrie. Aujourd'hui, il est possible, comme au Brésil, de partager des fausses vidéos concernant des programmes scolaires via des millions de boucles WhatsApp, comme l'avait fait Bolsonaro, ou de mettre en avant des vidéos de propagande terroriste sur TikTok, le dernier réseau social à la mode venu de Chine et dont l'audience est en moyenne âgée de 12 ans. Et puis évidemment, avec la démocratisation des méthodes de deep learning, mais aussi du processus informatique qu'on appelle General Adversarial Networks, qui est apparu en 2014, ce qu'on appelle le GAN, dont on parlera un peu avec vous, Denis Tessou, la désinformation en ligne s'est dotée d'une nouvelle arme, l'intelligence artificielle. Vous en avez déjà sans doute parlé pendant ce colloque, mais ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire la contraction entre deep learning et fake news, est la nouvelle terreur des pouvoirs politiques. Pour le moment, la menace est assez concentrée sur un type de public précis, ceux qui consultent des sites pornographiques. Sur les 7 derniers mois, 14 678 vidéos deepfake ont été publiées. C'est une quantité qui a doublé en un an, selon l'institut spécialisé DeepTrace, qui est à l'origine de ce décompte. Parmi ces plus de 14 000 vidéos, 96% sont considérées comme pornographiques. Mais même si cette proportion est grande, la menace reste réelle dans le champ politique. Dernièrement, certains internautes se sont même inspirés des fantasmes et de la crainte qui entourent le deepfake pour fabriquer ce que j'appellerais des cheap fakes, mais qu'on appelle aussi des shallow fakes, c'est-à-dire des vidéos qui ne font appel à aucune technologie d'intelligence artificielle, mais qui ne sont en fait qu'un simple montage, parfois un micro-montage, dont le but est de modifier la véracité d'un propos. Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, fait partie des victimes de ces shallow fakes. Une de ces vidéos a été très légèrement ralentie pour qu'on puisse croire qu'elle était alcoolisée et mettre en doute ses capacités à assumer des responsabilités politiques. Je vais vous montrer cette vidéo. This video posted by the Politics Watchdog Facebook page has more than 28,000 shares and 1.2 million views. It shows Pelosi speaking at the Center for American Progress Ideas Conference on May 22nd. But when compared to the Washington Post's verified feed of the same event, it is clear the Facebook video is playing at 75% of the original speed. We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. Donc voilà, on l'a vu, c'est un tout petit ralentissement qui peut faire beaucoup de dégâts. C'est arrivé aussi au journaliste correspondant de CNN à la Maison-Blanche, Jim Acosta, lorsqu'il s'est fait retirer son micro par une membre de l'équipe de Trump en pleine conférence de presse. J'ai une vidéo là aussi. There was a controversy around a video shared by Press Secretary Sarah Sanders on Twitter of a heated exchange between President Donald Trump and CNN reporter Jim Acosta. The exchange was at a press conference after the midterm elections. Afterwards, the White House revoked Acosta's press credentials. Sanders shared the video, saying the incident was why Acosta had been banned from the White House. Accusations quickly surfaced that the footage had been doctored. So was it? And how can we tell? Well, if we think about video, each frame is a picture, and if you put all those pictures together, it creates motion. At first glance, it doesn't seem like there's much of a difference. But I know that if you take it frame by frame, and you can count it with me, we have Sanders over here and the original over here. We have 1, 2, 3 frames that don't move. You can count them with me, ready? 1, 2, 3. This one's moving, this one's not. And that creates an impact. What difference might that make? Well, I actually consulted an expert. And that's Jackie Chan. The audience, the eyes contact cannot that fast to change. When you start to make boom, boom, we change to the second film, the audience just, that's so quick. One of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. I'm Miss Husney. Right there. You see it? So whatever the intentions originally were, I can safely say that there were alterations made, and they have made quite an impact.
Donc on l'a vu, hein, même quand la désinformation n'est pas sophistiquement créée avec des outils d'intelligence artificielle de pointe, de simples montages suffisent. Et même si parfois cela peut paraître moins efficace, c'est surtout ici l'intention qui est problématique. Si on repense à la vidéo de la conférence de presse qu'on vient de voir, on est vraiment sur quelque chose de très minime, à peine perceptible, mais l'objectif reste le même, celui de tromper coûte que coûte l'audience pour raconter autre chose que la vérité des faits. Pour lutter contre ce fléau, les premiers concernés, c'est-à-dire les réseaux sociaux, commencent à mettre les moyens. Même si Facebook ne veut pas lutter contre le mensonge dans des publicités politiques, comme on l'a vu tout à l'heure, Mark Zuckerberg a récemment fait savoir qu'il voulait qu'il y ait un traitement approprié face aux deepfakes. Avec d'autres GAFA, comme Amazon et Microsoft, ils ont mis à disposition des chercheurs spécialisés un échantillon de 5000 vidéos deepfake et ont promis d'investir à hauteur de 10 millions de dollars les recherches permettant de concevoir des algorithmes capables de repérer automatiquement ces deepfakes. Mais le travail est encore très long. Récemment, un chercheur du MIT a fait savoir qu'une intelligence artificielle était très douée pour repérer un texte qui n'avait pas été écrit par un humain, mais était incapable de dire si ce même texte relayait des événements vrais ou faux. Beaucoup de logiciels de fact-checking automatique sont en effet entraînés sur des bases de données qui comportent des biais que la machine a tendance à reproduire. Par exemple, si on dit à une machine qu'une phrase avec une négation a tendance à ne pas dire la vérité, elle aura du mal à détecter un mensonge dans une phrase affirmative. D'autant plus que de plus en plus d'articles de désinformation reprennent les codes journalistiques, rendant leur repérage encore plus difficile. C'est ce qu'on va évoquer tout de suite avec la présentation des deux chercheurs qui nous viennent de l'université de Laval, qui sont à mes côtés. Le problème est large, vous l'avez compris, il est complexe, il est pluriel, d'où l'objet de notre débat aujourd'hui. Donc je vous présente les intervenants. Il y a Denis Tessou qui est à ma gauche. Donc vous êtes responsable éditorial du Media Lab de l'AFP. Vous êtes notamment en charge du projet européen WeVerify avec des ONG et des universités. Et vous travaillez en ce moment sur la détection des deepfakes, entre autres. Et enfin, ceux à qui je vais laisser la parole tout de suite et qui nous viennent de l'université de Laval. Donc c'est Lily Grama-Assia. Vous êtes doctorante en sciences de la communication et de l'information. Vous préparez une thèse sur l'énonciation du crime par le numérique. Et vous Vous nous raconterez tout ça. Et vos recherches portent davantage sur l'aspect linguistique de la désinformation. Votre collègue Richard Coury, vous dépendez du département d'informatique et de génie logiciel de l'université de Laval. Vous vous intéressez entre autres au traitement du langage naturel. Vous faites tous les deux partie d'un projet qui s'appelle MED-IA. Je vous laisse la parole. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ça marche bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup à l'ESJ pour votre invitation. On est ravis d'être là malgré, je vais dire malgré le temps, mais ce qu'on a à Québec, c'est bien pire que ça. Donc on est tout à fait ravis d'être ici aujourd'hui, vous présenter un projet d'algorithme qui fait partie d'un incubateur de recherche qu'on a monté en février 2018 avec Thierry Watine et avec Richard Coury sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les pratiques médiatiques. Ce projet de recherche est divisé en 3 axes. Le premier axe, Thierry vous en a parlé rapidement hier, qui vise à aider les rédactions, les groupes de presse à passer la transition vers l'intelligence artificielle, pour le dire extrêmement mal. Le deuxième axe est celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, consacré à la désinformation et l'intelligence artificielle. Donc, dans cette partie, et le troisième axe est sur l'éthique de l'intelligence artificielle et des médias. Donc, dans cette partie, dans cette présentation, on va vous montrer justement un projet qu'on développe dans le deuxième axe, en mettant vraiment en avant la grande nécessité dans l'appréhension de ces phénomènes, de la collaboration entre différentes disciplines, entre différentes expertises, tout simplement parce qu'on ne peut pas être expert de tout à la fois. Chacun a son propre métier et on essaye ensemble de collaborer au mieux. Exactement. Donc, bonjour tout le monde. Comme Julie l'a très bien expliqué, notre projet est une fusion de nos expertises en communication, en
artificielle. Et la raison pour laquelle un projet multidisciplinaire est nécessaire pour la détection et l'étude des fake news, c'est que le fake news, c'est un problème à la base lui-même multidisciplinaire. C'est la fusion, le résultat de l'évolution de deux mondes différents. D'un côté, le monde technologique, qui a rendu possible à tous et à chacun de produire ses propres nouvelles chez lui, de former sa propre organisation de nouvelles s'il le veut, et de les distribuer très largement à travers le monde, de rejoindre les lecteurs et les auditeurs partout à travers le monde, sans passer par les canaux traditionnels, donc en contournant complètement le gatekeeping que les médias traditionnels étaient supposés faire. Et de l'autre côté, une évolution sociale qui s'est manifestée en grande partie par une perte de confiance du public envers les médias traditionnels et une habilité à aller chercher à la pige les nouvelles qui intéressent chaque personne individuellement, le sujet qu'il veut, le point de vue qu'il veut, le biais social qu'il ou elle veut, en faisant fi de tout autre point de vue, de tout autre sujet, de quoi que ce soit d'autre. Le résultat de la convergence de ces deux phénomènes technologiques et sociaux est une montée spectaculaire de la désinformation auprès du public dans un environnement numérique. Donc petit point de définition, c'est toujours un peu pénible, mais c'est nécessaire pour bien comprendre. Tout d'abord, qu'est-ce que la désinformation? Si jamais parmi vous, certains ont envie de vous lancer dans la recherche, vous allez constater très rapidement sur ces sujets-là que les termes de désinformation, les termes de propagande, les termes de fausses nouvelles sont souvent employés de manière synonymique, souvent également de manière polysémique. Il est extrêmement intéressant, dès que vous êtes face à une étude, dès que vous êtes face à un discours qui traite sur ces questions, de tout simplement vous poser la question de quoi est-ce qu'on est en train de parler, comment est-ce que l'auteur de ce texte définit ces concepts-là. Donc on a trouvé pour vous aujourd'hui une définition quand même assez englobante de ce terme, qui couvre de son appellation, comme je viens de dire, un grand nombre de définitions de synonymes. Mais on peut la définir généralement comme un terme qui renvoie à la diffusion d'informations manipulées de façon délibérée dans le but d'exercer une influence sur différents publics ou audiences. Elle se distingue de la mésinformation. De quelle façon? C'est une question. Exactement, dans l'intentionnalité de la manipulation. Et elle se distingue de la propagande, on reviendra peut-être là-dessus plus tard, dont elle constitue une sous-partie, voire une technique. Enfin, la désinformation implique nécessairement une dimension de conflictualité, c'est-à-dire l'affrontement de différents antagonistes sur un sujet en particulier. Si c'est loin d'être un phénomène nouveau, la désinformation a connu bien évidemment un âge d'or grâce à l'émergence des médias numériques qui ont tout simplement décuplé la capacité de résonance des contenus à travers les espaces publics. C'est la visibilité de ces informations et leur accessibilité sur les plateformes qui ont permis l'accroissement de la désinformation. Ce qui surprend le plus, et vous serez peut-être en désaccord avec moi, on verra bien, c'est que très souvent dans la désinformation, celle-ci s'appuie sur un procédé de reprise de la vérité. Il n'y a pas nécessairement un mensonge grossier, ni à la vue de tous, quand bien même il peut y être, mais, et auquel seuls les plus simples d'esprit seront sensibles, mais bien souvent une manipulation subtile, comme on l'a vu dans les exemples que vous nous avez montrés, d'un élément en particulier qui va être contextualisé, décontextualisé, recontextualisé, exagéré ou amoindri de façon à jouer sur la bonne foi ou sur la légitimité de celui qui l'énonce et afin de discréditer ses adversaires ou ses cibles. Il s'agit ici d'une volonté d'agir sur la perception du public d'un phénomène X en jouant à la fois sur ses références
schéma cognitif qui préexiste chez lui de manière à obtenir un effet dévalorisant. Est-ce que je vais trop vite? Non? Deuxième terme, nous travaillons, et on va revenir un petit peu plus amplement là-dessus, notre travail n'est pas de détecter la désinformation a fortiori ou de détecter les fake news. Notre travail, comme on va vous le présenter, cherche tout simplement à évaluer la qualité d'une information qui est diffusée dans un environnement numérique. Vous êtes au courant, dernièrement, depuis les dizaines, quinzaines dernières années, un nouveau phénomène de désinformation, soi-disant, se diffuse de plus en plus dans les médias numériques, qui est celui de la réinformation. On voit de plus en plus de blogs émerger, des acteurs qui rejettent l'information donnée par les médias, je cite leur mot, les médias dominants, et veulent s'ériger comme eux-mêmes producteurs d'informations. Dans ce contexte, où de plus en plus de citoyens, comme tu disais Richard, et comme tu disais Harold, perdent confiance dans les institutions et les médias, on voit émerger un certain nombre de ces nouveaux acteurs qui vont revendiquer leur propre crédibilité en tant que producteurs d'informations. Comme on va le voir, ils ne le revendiquent pas n'importe comment. Ils ont des techniques qui consistent tout simplement à vous imiter, à vous mimer. En revendiquant ce statut de réinformateur, ils vont s'inscrire en binarité avec le concept de désinformation. Les désinformateurs, ce ne sont pas eux. Les désinformateurs, c'est vous. Les désinformateurs, ce sont les médias traditionnels. Les désinformateurs, ce sont les médias dominants qui sont à la solde de l'État et des puissants. Dès lors, ils vont se positionner comme étant les seuls pourvoyeurs de vérité et d'une information qui est généralement évacuée de l'espace public. Si jamais ce sujet-là vous intéresse, il y a une magnifique thèse qui a été publiée qui me sert de base théorique sur ce sujet à l'université Bordeaux-Montaigne l'an passé, d'une chercheure française qui s'appelle Charlotte Blanc, qui souligne à juste titre que la réinformation est surtout, comme son préfixe l'indique, une réaction à une information jugée insuffisante, partisane, intéressée. Et selon elle, cette information, par définition, n'est pas nécessairement fausse. Rien ne nous prouve que quand bien même l'information est biaisée et orientée excessive, celle-ci est fausse. Vous pourrez voir des exemples vis-à-vis de ça. Je pourrais avoir un méchant mot pour monsieur juste devant moi et retrouver sur un blog que je l'ai insulté jusqu'à 4 générations avant lui. Tout ça ne sera pas faux, mais sera amplement contextualisé, exagéré, de manière à me décrédibiliser ou vous ou moi. Donc, si cette information n'est pas nécessairement fausse, elle est souvent simpliste, excessive, amère. Elle relève bien souvent de cette intention affichée de défendre une vérité avec un grand V face aux manipulations et aux manipulations de langue d'une idéologie jugée dominante. Donc, comme Julie l'a expliqué, l'objectif du projet qu'on a mis en place ensemble, c'est un projet d'étude et éventuellement de détection de nouvelles de réinformation, mais le focus n'est pas sur le contenu ou la véracité de ces nouvelles, qui, comme on va voir, peut partir de faits réels à la base, mais c'est plutôt sur l'apparence des nouvelles. Donc, déjà passé une bonne partie de ça. Donc, on veut être capable de quantifier, d'évaluer le style avec lequel les nouvelles sont présentées, tant les vraies nouvelles que vous produisez que les réinformations que des acteurs d'extrême droite produisent. Et on veut être capable ensuite de comparer pour un nouvel article avec les styles connus pour savoir est-ce que c'est présenté dans un style de vraie nouvelle avec l'objectivité et l'intention ou la visée informationnelle qu'on s'attend, ou est-ce que c'est présenté dans une imitation de vraie nouvelle, donc c'est une nouvelle de réinformation qui essaye de se cacher, de se masquer comme une vraie nouvelle. Comme on a mentionné maintenant à quelques reprises, l'objectif dans aucun cas est d'évaluer la véracité des informations, mais le style, l'apparence des informations. La raison pour laquelle
nos expertises dans nos disciplines respectives pour un tel projet, c'est assez évident. Ma spécialité, c'est de faire des algorithmes de traitement du langage, d'analyse de texte. Je suis capable de faire cette quantification, mais je ne sais pas quelles sont les propriétés stylistiques des vraies nouvelles qui devraient être étudiées, alors que Julie a l'expertise pour le style rédactionnel des nouvelles, mais moins pour la programmation, disons. Donc, avant de vous montrer ce qu'on prévoit faire, on a pensé vous donner un petit tour d'horizon de comment la détection des fausses nouvelles est faite dans la pratique aujourd'hui. C'est un peu vous montrer les limites de le faire en tant que discipline isolée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets multidisciplinaires dans ce domaine-là. Dans une discipline, en journalisme, la détection de fausses nouvelles est faite d'une manière que je dirais assez simple. Donc, il y a des mécanismes de rapportage de fausses nouvelles par le public, comme cette page ici à Radio-Canada, au Canada. Et une fois qu'une nouvelle a été rapportée, une équipe de journalistes l'étudie, compare avec les faits réels, recherche, écrivent un rapport et publie une autre nouvelle disant oui c'est vrai ou non c'est faux. C'est un processus qui est clairement extrêmement coûteux en travail humain, en ressources humaines et donc en salaire, en ressources informatiques. Et également, pour cette raison, c'est une approche qui ne peut pas monter à l'échelle. On ne peut pas suivre la croissance du nombre de fausses nouvelles qui est diffusée à chaque jour sur Internet. Dans ma bulle à moi, en génie logiciel, on a développé 3 familles d'algorithmes pour la détection et l'étude de fausses nouvelles. La détection par connaissance, la détection par contexte et la détection par style. Par connaissance, c'est essentiellement l'automatisation de l'approche que vous avez en journalisme, donc le fact-checking, mais de manière automatique. On commence essentiellement par trouver une source de connaissances factuelles quelque part sur Internet. On extrait les faits qui s'y trouvent, on les nettoie, on les intègre, on les met dans une base de connaissances qui est maintenant essentiellement une liste de ce qu'est la réalité. Et lorsqu'on a une nouvelle, on applique le même algorithme d'extraction de connaissances, on compare les faits qui s'y trouvent avec les faits dans notre base de connaissances et on assigne un score. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comme vous en doutez, il y a beaucoup de problématiques de recherche là-dedans, tant pour le génie que d'un point de vue journalistique, à commencer par la source d'informations réelles qu'on trouve sur Internet. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on va chercher à travers l'Internet au complet? Est-ce qu'on va cibler certains sites spécifiques? Et si oui, quel site? Est-ce qu'on va aller prendre IMDb? Est-ce qu'on va prendre Wikipédia? Est-ce qu'on va prendre Conservapédia, la version de droite de Wikipédia? Ce choix, qui doit être fait en amont avant même de commencer le projet, va influencer le projet au complet, va essentiellement contrôler toute la séquence, va contrôler c'est quoi la vérité qui va se retrouver dans notre base de connaissances. Ensuite, l'algorithme d'extraction d'un point de vue génie logiciel est un très bon défi parce que l'Internet est fait évidemment pour des êtres humains, écrit en langage humain. On veut extraire une liste de faits pour un ordinateur, donc il y a un travail de conversion. Les faits, tout comme le langage humain à la base, vont être flous, vont être un peu vagues. On peut se retrouver avec des faits contradictoires. Peut-être qu'ils étaient corrects initialement, mais dépendait du contexte. Peut-être qu'il y avait des erreurs dans notre site web initialement. Ce qui nous amène au troisième défi, comment tout mettre ça ensemble dans la base de connaissances, comment nettoyer, comment s'assurer que tout est cohérent, comment éliminer les contradictions qui ont été trouvées dans les sites web. Et finalement, au dernier point, la comparaison. Comment savoir si un fait dans notre nouvelle qui ne correspond pas exactement à un fait dans notre base de connaissances, est-ce que ça veut dire qu'il est vrai ou qu'il est faux, qu'il est ambigu, moyennement vrai ou faux, simplement qu'il est vrai
Trump est président des États-Unis. Ma nouvelle dit que Donald Trump est président des États-Unis. Est-ce que le J qui manque fait que c'est un fake news ou non? Il y a un travail d'évaluation à faire, une enquête d'évaluation à écrire ici. La détection par contexte ne regarde pas la nouvelle, le contenu de la nouvelle, mais regarde son comportement sur les réseaux sociaux et sur l'Internet en général. C'est parti de l'observation que les vraies nouvelles et les fausses nouvelles se comportent de manière très différente dans les communautés en ligne. Les fausses nouvelles, c'est triste à dire, mais se propagent beaucoup plus largement et beaucoup plus rapidement que les vraies nouvelles autour de l'Internet, alors que les vraies nouvelles ont quelques likes et c'est tout. Ils ont aussi des cycles d'activités différents. Une vraie nouvelle va être très populaire au moment où elle est annoncée et ensuite va diminuer en popularité très rapidement et ça finit là. Alors qu'une fausse nouvelle a tendance à revenir populaire à intervalles réguliers. Donc, en comparant ces différences, on est capable de reconnaître le vrai du faux avec une certaine définition de faux, évidemment. On a aussi les réseaux de distribution. Ce que vous voyez ici, c'est le réseau de distribution Twitter des fausses nouvelles durant l'élection américaine de 2016. Donc, des vraies nouvelles ont un réseau assez simple à comprendre. Elles commencent avec des agences de nouvelles reconnues et se distribuent à travers des journalistes au public. Alors que des fausses nouvelles comme celle-ci commencent par des sites qui ont été identifiés après l'élection comme des individus en Russie et sont répétés premièrement par d'autres individus en Russie dont la fonction est uniquement de répéter. Donc, ce n'est pas des utilisateurs qui conversent, qui souhaitent bonne fête à quelqu'un, qui échangent des photos de leurs enfants. C'est du monde dont la seule fonction est de prendre les nouvelles des points centrales et les répéter à d'autres personnes du même réseau russe qui répètent, à d'autres personnes qui répètent. L'effet que ça a, c'est de créer, d'abord, d'augmenter grandement le rayon de diffusion de ces fausses nouvelles, mais deuxièmement, pour quelqu'un qui est un vrai individu, en périphérie de ce réseau, ça donne l'impression d'avoir des nouvelles qui viennent de plusieurs sources différentes, de plusieurs individus différents, et ça masque complètement le fait qu'originellement, toutes ces nouvelles viennent d'un seul même point central. Donc, à travers l'étude de ces réseaux de distribution, on est capable de reconnaître le vrai du faux, mais avec l'astérix qu'on est uniquement capable de le faire après le fait, après que les nouvelles ont été distribuées assez largement, assez longtemps pour être capable d'observer ces différences. Donc, un peu trop tard pour pouvoir intervenir. Finalement, la détection par le style regarde pas le contenu dans le sens de la véracité, mais comment c'est écrit afin de distinguer le langage du vrai du langage du faux. Par exemple, on a ici deux nouvelles, une venant d'une source de vraies nouvelles, CBC News, et une venant d'un site de réinformation canadien qui s'appelle Rebel Media. Les deux décrivent ici le même événement, c'est le gouvernement du Canada qui ratifie le traité des immigrants des Nations Unies malgré les objections du Parti conservateur. Dans un cas, dans les deux cas, c'est le même événement, mais on peut voir des différences assez marquées dans le langage qui a été utilisé. Dans la vraie nouvelle, c'est le Canada qui a ratifié le traité. Dans la nouvelle de réinformation, c'est Justin Trudeau personnellement qui a pris une action. Et l'action est très différente. Dans la vraie nouvelle, dans la vraie nouvelle, c'est un traité qui a été ratifié, ce qui est un acte diplomatique assez formel, assez neutre. Alors que dans la réinformation, Justin Trudeau a sacrifié la souveraineté du Canada, ce qui est un acte très négatif, mais aussi très actif de sa part. Et c'est clairement un acte qui évoque un sentiment négatif qui n'existe pas avec le simple acte de ratifier un traité. C'est ce genre de différence. Ce genre de différence, ces deux exemples sur les entités nommées et les verbes, mais ils sont observés dans
plusieurs autres aspects du langage, l'utilisation d'adjectifs, l'utilisation d'adverbes, longueur des phrases, le choix des ponctuations, est-ce que c'est des points, des exclamations, des questions. Il y a des douzaines de variations du langage qui ont été observées comme déterminantes d'une vraie nouvelle ou d'une vraie information. Dans les deux cas, qu'on fasse de la détection par style ou de la détection par contexte, l'algorithme qu'on va implanter va être sensiblement le même à la base. Donc, on va commencer avec deux sources de vérité, donc une source de vraie nouvelle et une source de vraie information, plus largement une source de fausses nouvelles du type qu'on veut étudier. Ça peut être de la propagande, ça peut être autre chose. On va faire un algorithme d'extraction des attributs, que ce soit les attributs de diffusion ou les attributs du langage, afin de représenter nos nouvelles d'une manière structurée, quantifiée, numérique, qu'on peut ensuite passer en un algorithme d'apprentissage qui pourra automatiquement apprendre à classer, à reconnaître ceci d'après les attributs est une vraie nouvelle, ceci d'après les attributs n'est pas une vraie nouvelle. Ensuite, lorsqu'on a une nouvelle d'une source inconnue, on passe par la même extraction d'attributs et on le donne à notre classificateur qui est maintenant capable de voir où est-ce qu'il tombe, en haut ou en bas de la ligne, et donc, est-ce que c'est plus probablement une vraie nouvelle ou une fausse nouvelle. Une fois de plus, on a une immense variété de problématiques de recherche dans ce domaine, à commencer une fois de plus par comment assembler nos corpus de vraies nouvelles et de fausses nouvelles. C'est assez évident que ce que je choisis de mettre dans ce corpus, ce que je choisis d'exclure, et est-ce que je choisis de le mettre dans le vrai ou dans le faux, ça va avoir une influence déterminante sur le système au complet, sur ce qu'il va considérer comme du vrai ou du faux. L'extraction d'attributs, qu'est-ce que je vais aller chercher dans le texte de mes nouvelles, comment je vais le mesurer, avec quelle précision, comparé à quelle ressource, et à l'inverse, qu'est-ce que je vais ignorer, qu'est-ce que je ne vais pas essayer de mesurer. C'est une importance également fondamentale parce que ce que mon algorithme, mon classificateur va connaître des nouvelles, c'est ce qu'il y a dans ma quantification, ce n'est pas la nouvelle comme telle. Donc, à travers cette étape, je contrôle qu'est-ce que mon système peut voir des nouvelles et qu'est-ce qu'il ne peut pas voir, qu'est-ce qu'il peut considérer et qu'est-ce qu'il ne peut pas considérer. Et le choix du classificateur est très important. Est-ce que je prends un réseau de neurones? Est-ce que je prends un arbre de décision? Est-ce que je prends un classificateur naïf de Bayes? Chacun a ses forces et ses faiblesses. Chacun vont tous être capables de reconnaître le vrai du faux, mais avec des précisions différentes, avec des performances différentes, avec des cas d'erreur différents. Donc, c'est ça. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, nous, on a tout simplement décidé de s'inscrire dans une variante de la détection par style, en partant d'une hypothèse de recherche qui est ancrée non pas en génie logiciel, mais en sciences de l'information et la communication. Et histoire d'être un peu pénible ce matin, le cadre théorique dans lequel on s'inscrit est celui de la sémiotique. Dans la sémiotique, on s'inscrit dans une théorie qui s'appelle la théorie de l'énonciation selon Cortés et Greimas. Je vais vous passer toute la présentation de la théorie là-dessus, mais pour faire très rapidement, vous avez le choix quand vous produisez un discours de l'attaquer sur deux niveaux. Soit vous vous intéressez à ce qui est dit, sur vraiment le récit, sur l'histoire de ce qui est dit, soit à la manière dont ce récit est raconté, ce qu'on appelle l'énonciation. À l'intérieur de l'énonciation, vous pouvez travailler sur le plan du contenu ou sur le plan de l'expression. Et nous, on a choisi tout simplement de travailler sur le plan de l'expression qui pourrait renvoyer par exemple à l'usage de la ponctuation, à l'usage de la mise en page et des caractéristiques rédactionnelles en général. À partir de ça, de ce cadre théorique-là, on s'est fixé principalement sur les normes, les conventions, les règles et la pratique des journalistes pour voir comment est-ce que tout cet ensemble est réutilisé dans les sites de réinformation, en partant d'un principe tout simple. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, comme journaliste, des producteurs d'information, si c'est
derniers écrivent exactement comme vous? C'est une vraie question. C'est, j'ose espérer en tout cas tout simplement, votre intention. Votre attention à vous, ça n'est pas de convaincre, ça n'est pas ce qu'on appelle en analyse du discours inciter, avoir une visée incitative, ce qu'on appellerait en sémiotique un faire-faire. Vous ne voulez pas faire faire quelque chose à votre récepteur, vous voulez lui faire savoir. Vous avez une visée informationnelle. Et c'est ce qui fait toute la différence sur ces sites-là entre votre travail et leur travail. Eux, ils ont un agenda qui va différer du vôtre. Donc, pour illustrer un peu l'intuition derrière le projet que Julie et moi on a mis en place, ou on est en train de mettre en place, on a pensé qu'un exemple visuel serait le plus parlant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est deux pages, les pages d'accueil de Breitbart News et du Washington Post. Le Washington Post, j'ose espérer que vous connaissez, journal très réputé américain. Breitbart, c'est un site de réinformation d'extrême droite géré par Steve Bannon, ancien conseiller à la Maison-Blanche de Donald Trump. Et on voit ici les deux pages d'accueil en 2009, et on peut voir qu'en 2009, ces deux sites étaient très différents. Le Washington Post a une apparence de journal, il essayait un peu de reproduire son journal papier. Breitbart, il y a une longue liste de liens, il y a des vidéos lancées dans le milieu, il y a des gros titres, je ne sais pas si vous pouvez les lire en haut, mais Big Government, Big Hollywood, avec Big en couleur pour être encore plus frappant. C'est un petit peu caricatural. On fait un saut de 10 ans, on est rendu en 2019 et on peut voir que visuellement, les deux sites sont rendus très similaires. Breitbart a pris beaucoup d'efforts en 2019 pour imiter l'apparence du Washington Post. Donc, on voit la barre de titre de section de nouvelles en noir, on voit le titre logo centré, la barre de Breaking News, les nouvelles d'un côté, les liens vers les articles pertinents de l'autre côté. Il y a encore des différences qui existent. Vous voyez le titre de Breitbart, c'est comment les médias ont enterré l'amour des ségrégationnistes de Joe Biden pour protéger Obama. C'est clairement un titre avec une visée incitative, comme dirait Julie, un titre qui est fait pour choquer et pour enflammer les gens contre les médias et contre Biden et contre Obama. Mais on est quand même loin du Big Hollywood, avec Big écrit en rouge, que personne ne pourrait prendre au sérieux et penser qu'ils lisent une nouvelle sur Big Hollywood, alors que ça, quelqu'un pourrait prendre Breitbart 2019 et penser que c'est un vrai site de nouvelles. Donc, ça, c'est des caractéristiques visuelles, ce n'est pas des caractéristiques de contenu, mais c'est quand même des caractéristiques qu'on prévoit étudier. C'est des... ça vous illustre très bien comment il cherche Breitbart cherche à se donner un faux air de crédibilité, un faux air de légitimité comme source de nouvelles, en imitant le style d'un organisme reconnu et établi. Qui va être un petit peu redondante là-dessus, je ne vais pas vous refaire, je me suis un peu avancée sur cette partie. Pour commencer ce projet-là, on s'est tout simplement posé la question, quelles sont les caractéristiques d'une nouvelle? Comment est-ce que les journalistes procèdent pour écrire les nouvelles informations? Ça implique d'emblée un positionnement. Le premier positionnement, c'est que je ne peux pas prendre les règles stylistiques, rédactionnelles, journalistiques, québécoises, faire un algorithme, faire un modèle et le passer dans le système médiatique français. Tout simplement parce que le paysage médiatique entre les deux pays est vraiment différent, les règles sont vraiment différentes. Le système tout simplement du gatekeeping est différent. Le paysage médiatique français est bien plus... Je sais qu'il y a des Québécois au fond, n'en voulez pas, est bien plus riche. Il y a quand même beaucoup plus de médias. Il y a une tradition politique extrêmement forte en France qui existe moins au Québec et qui, dans cet espace médiatique-là, a un rapport à l'information
Premier positionnement, on se situe uniquement dans le même espace médiatique, culturel, avec des frontières assez nettes. Deuxième point, comme je l'ai dit, on part d'emblée qu'il y a différentes visées discursives, pour emprunter ça à Charodot. La visée informationnelle, le faire savoir, ou alors le faire faire. D'un point de vue d'ingénierie, le système qu'on va établir est une variante de la détection par style qu'on a vu ensemble tantôt, donc que vous connaissez très bien maintenant. Donc on va voir les étapes standards de choisir notre source de vraies nouvelles, de fausses nouvelles, d'extraire des attributs, mais ça va être très informé par notre collaboration avec les communications et le journalisme. D'abord, le corpus de vrai et du faux vont pas être simplement à rédiger des nouvelles au hasard, mais on va aller chercher de manière très précise le même événement dans les sources de vraies nouvelles et de réinformation, de manière à avoir un corpus aligné de nouvelles pour être capable de vraiment voir les différences stylistiques dans le rapportage du même fait dans les deux sources. Et le choix des attributs de style, de langage visuel qu'on va étudier vont être... Est-ce que vous ennuyez? Non, ben, on peut continuer. OK. Donc, notre choix des caractéristiques va être informé par nos collègues en journalisme qui, eux, connaissent quels sont les attributs de style de nouvelles et qu'est-ce qui n'est pas un attribut de style qu'on peut mettre de côté. Donc, les objectifs, la dernière ligne sont quand même importantes, d'étudier cette capacité de la réinformation d'imiter les vraies nouvelles, de déterminer quelles sont les limites, parce que comme on a vu avec notre exemple visuel, il y a encore des différences entre les vraies nouvelles et la réinformation. Donc, quelles sont ces limites et, pratico-pratique, est-ce qu'on peut les utiliser pour faire de la détection automatique de réinformation? Quelle est l'histoire de l'évolution de cette imitation? Comme on a vu de 2009 à 2019, le style de Breitbart a beaucoup changé pour beaucoup plus imiter le Washington Post. Est-ce que ça a été une évolution organique? Est-ce que ça a été une décision, une brisure intelligente? Et en projetant dans le futur, est-ce que cette évolution va continuer? Est-ce que les nouvelles et la réinformation vont converger, devenir identiques? Ou est-ce qu'il y aura toujours une différence qui peut être utilisée pour faire la distinction? Donc pour terminer rapidement les limites et les opportunités de notre projet, tout d'abord on est limité tout simplement, on ne peut s'ancrer uniquement que dans la production textuelle et visuelle des nouvelles. On ne prendra certainement pas en compte, tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire d'un point de vue technique, le travail journalistique en amont de la rédaction, que ce soit par exemple le recoupement des sources, le travail d'enquête et la vérification. On exclut d'emblée également dans les systèmes médiatiques étudiés tout ce qui est de l'ordre de l'opinion, des éditoriaux, du courrier des lecteurs, tout simplement parce que d'un point de vue rédactionnel et d'intentionnalité, ça obéit à des règles différentes. En limite, comme Richard vient de le dire, si les réinformateurs améliorent leur style à tel point qu'ils vous copient mot pour mot, ça pourrait passer sous la détection de l'algorithme. Et enfin, on s'est aperçu en concevant le plan de l'algorithme que celui-ci, alors je vous préviens, on s'est fait vraiment sérieusement taper sur les doigts par certains directeurs d'école de journalisme quand on a dit ça, mais que l'algorithme pourrait devenir un outil pédagogique pour les journalistes qui tout simplement s'entraîneraient eux-mêmes en rédigeant leur article et notre petit algorithme viendrait vous dire là votre accroche n'est pas assez dynamique, là les termes que vous avez employés sont trop connotés, votre chapeau est trop long, il faudra normer, il faudra régulariser tout ça. Voilà, donc pour finir rapidement, on est face à des nouveaux problèmes multidisciplinaires qui nécessitent une appréhension avec une équipe porteur d'expertise transdisciplinaire et les forces de chaque domaine vont contribuer à la solution. Super, merci beaucoup. Cette conclusion.
l'enjeu, c'est qu'il faut que nous aussi, peut-être on s'adapte de notre côté, ce qui fait sans doute peur un peu au directeur d'école du journalisme. Non, moi je pense que les journalistes font un superbe travail, qu'il faut continuer exactement comme vous le faites. En risquant d'être copié mot pour mot. Denis Tessou, on passe à où? Alors, donc comme j'ai dit, vous travaillez au Media Lab de l'AFP. Vous avez eu un projet de recherche qui s'appelait InVid, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était un petit plugin qu'on pouvait télécharger sur Chrome ou Firefox, et en fait, qui permettait de retrouver la source d'une vidéo en faisant ce qu'on appelle, dans le langage un peu scientifique, la comparaison d'images clés. C'est-à-dire que ce petit plugin pouvait vous dire, par exemple, là il y a un mouvement de lèvres qui n'est pas bon, il y a un mouvement de sourcil qui est un peu bizarre sur une vidéo de Donald Trump, par exemple, méfiez-vous, et ensuite on compare avec des vraies images, et on voit que cette vidéo a été trafiquée tout simplement, et que ça peut être donc un deepfake. Je vous laisse continuer, Denis, le micro marche normalement ici. Bonjour à tous, merci pour l'introduction, je vais voir si les diapos s'affichent. Changer la source. Et comment? Donc là, je vous parlais du projet InVid qui est maintenant terminé. Maintenant, Monsieur Tessou bosse sur un projet qui s'appelle WeVerify, qui est une sorte de continuation de ce projet InVid, dont il va nous parler dès que l'écran répond. C'est un projet européen, qui a été financé par l'Europe et qui est en partenariat avec des universités, une université notamment britannique, celle de Sheffield, et qui est en partenariat aussi avec des ONG, dont une ONG basée à Bruxelles. Toujours pas. Mais il le reconnaît, il s'en va, il revient. Je vais changer tout. C'est bon. C'est bon, merci. Merci à tous. Donc je vais vous parler du projet WeVerify, qui veut dire en mauvais français Wider and Enhanced Verification for You. Donc c'est un projet dont le but est de fabriquer des outils pour aider notamment les journalistes à mieux vérifier l'information, notamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est un projet ce qu'on appelle H2020 pour Horizon 2020, qui est le programme cadre de l'Union européenne dans le financement des projets d'innovation et de recherche et développement. Alors j'utilise généralement une image que vous voyez en arrière-plan sur ma diapo. C'est une image du blog factcheck.fp.com, qui est un des blogs qui est fait par l'AFP en matière de vérification d'informations. Cette information a été vérifiée par mon collègue Rémi Banet, qui, je l'ai appris hier, intervient à l'école ici, et peut-être même un ancien de l'école, voilà. Et cette image-là, en fin de compte, pour faire le lien avec la présentation précédente, est un cas de réinformation, parce qu'en fin de compte, c'est une vidéo prise par un vacancier tchèque en Crète, qui a vu donc des gens en train de se noyer, plus ou moins sur la plage, et avec des médias à côté, enfin des gens avec des caméras en train de filmer ces gens en détresse dans l'eau. Et il a publié cette photo sur Facebook quand il est rentré chez lui, en République tchèque. Et cette vidéo a été réutilisée, alors je ne sais pas à quel point lui a trempé dans cette réinformation, mais la vidéo a été réutilisée et vue 1,2 million de fois sur YouTube, Facebook et Twitter, sous la forme de les médias classiques, donc les médias dominants, mettent en scène la noyade donc des migrants en Grèce. Et en fin de compte, c'était, à la suite de l'enquête de Rémi Banet, c'était tout simplement le tournage d'un documentaire sur le grand exode d'Asie mineure, de l'exode grec de 1922. Donc le tournage d'un documentaire en Grèce pendant les vacances devient une information qui démontre que les médias mettent en scène les arrivées de migrants sur les côtes européennes. Donc voilà, ma présentation est complètement interactive. Si vous avez des questions à tout moment, vous levez haut le bras, parce que ma vision à 180 degrés n'est peut-être pas tout à fait optimale.
Et n'hésitez pas à tweeter aussi, hein, parce que je vois que vous êtes un petit peu endormis ce matin. Alors tweetez, il faudrait que le hashtag IAESJ Lille soit le trending topic d'ici la fin de la journée. Alors, WeVerify, on ne part pas de zéro. On part sur les résultats de projets de 3 projets européens précédents. Donc le projet là est coordonné par une boîte bulgare de base de graphes qui s'appelle Ontotext. Et on a différents partenaires. On est 2 partenaires médias, l'AFP et Deutsche Welle. Notre rôle dans ces projets-là, c'est d'exprimer des besoins journalistiques, de tester les outils qui sont développés, de les évaluer et ensuite de les utiliser. Donc c'est basé sur 3 projets. FIM, qui est un premier projet sur la détection de rumeurs, qui a été porté par l'Université de Sheffield, qui est partenaire avec nous. Reveal, qui était un projet sur la vérification de l'information sur les réseaux sociaux, qui était porté par la société de services informatiques grecque ATC. Et InVid, donc le projet dont a parlé Harold, qui était donc pour InVideo Veritas, qui est un projet sur la vérification des vidéos sur les réseaux sociaux, dans lequel j'ai participé également pour l'AFP, et qui était coordonné par le CERF, qui est le Centre de recherche en informatique de Thessalonique en Grèce. On ne part pas de zéro, d'autant plus qu'on a un plugin. Alors, ce n'est pas tout à fait un petit plugin, comme a dit Harold, parce que c'est une boîte à outils qui comporte 8 outils différents qui permettent non seulement de vérifier les vidéos, mais qui permet également de vérifier les images. Et aujourd'hui, cet outil est utilisé par plus de 15 000 personnes. On a touché les communautés journalistiques, le New York Times, la BBC, France Info, France 24, les chaînes allemandes, la RAI italienne, la RTVE espagnole, etc. Il y a toutes les grandes chaînes de télévision dans le monde nous utilisent, les agences de presse évidemment. C'est l'outil principal qu'utilise notre réseau de fact-checking dans le partenariat, le contrat qu'on a avec Facebook à l'AFP. Et c'est cet outil qu'on va augmenter, maintenir et augmenter pendant les 3 ans du projet WeVerify, donc qui vient de commencer en novembre dernier, et on arrive à peu près à la première année. Aujourd'hui, on est utilisé dans 184 pays dans le monde, depuis le début du mois à peu près. Et vous voyez ici derrière moi la liste du top 15 des pays utilisateurs. Alors la France évidemment, parce que j'ai plus tourné en France pour montrer cet outil, notamment à France Télévisions ou ailleurs. À France Télévisions, c'est juste une anecdote, mais j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé là-bas un jour de grève et donc tout le monde était disponible pour se former. Donc j'ai pu former beaucoup de gens en une seule journée, un jour de grève du mois de décembre 2017. Et du coup, cet outil est beaucoup utilisé aussi en Inde. Ça nous a surpris un petit peu, mais en Inde, vous savez que les problèmes de fausses nouvelles font des morts. Il y a des fausses vidéos qui circulent sur WhatsApp, et les gens y croient et vont aller casser la figure et lyncher des gens dans la rue, ou des castes de certaines personnes qui sont nomades, par exemple, qui sont accusées d'avoir enlevé des enfants, qui sont accusées d'avoir fait quelques exactions. Et du coup, en Inde, il y a vraiment une véritable problématique importante. Et tous les grands sites de fact-checking indiens, les Boom Live, les Quint, les Times of India et autres, nous utilisent également. Bon, ensuite, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, etc. Donc, beaucoup de pays européens, mais aussi, à chaque fois qu'il y a un processus électoral quelque part dans le monde, on voit que notre outil est de plus en plus utilisé. Ça a été le cas au Brésil, par exemple, au Nigeria et dans d'autres pays. Alors, comme on parlait le colloque est sur l'intelligence artificielle, j'ai choisi un exemple pour la vérification d'une vidéo, un exemple de deepfake. Donc ces fakes, ce sont ces faux qui sont fabriqués avec de l'intelligence artificielle. Cette vidéo, elle est sortie au mois de juin. Vous avez dû la voir, elle a été fabriquée par un artiste britannique. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Voilà, donc cette vidéo est sortie au mois de juin. Facebook, fidèle à sa défense affichée de la liberté d'expression, a décidé de ne pas la retirer. Ils l'ont laissée en ligne. Alors comment on fait pour vérifier une vidéo comme ça? Alors dans le plugin, on a des petits scrappers pour Instagram, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher l'URL, l'adresse web de la vidéo pour pouvoir la récupérer. Et ensuite, on peut l'uploader, la télécharger à nouveau sur notre plateforme. Et ce qu'on fait pour la vidéo, c'est qu'on va utiliser une technique de fragmentation de la vidéo en images clés. C'est-à-dire qu'on va analyser la vidéo et pour chaque séquence de cette vidéo, on va extraire l'image clé la plus pertinente par rapport à cette séquence. Et sur ces images clés, ensuite, on va faire de la recherche par similarité d'image. La recherche par similarité d'image, c'est simplement un clic droit et on va pouvoir l'envoyer sur 6 moteurs différents de recherche d'image. Donc on utilise le big data des différents moteurs de recherche d'image,
et la complémentarité des index des moteurs de recherche d'images. Donc on utilise du Google Images, on utilise du Yandex, le moteur russe qui est très bon, qui est même parfois meilleur que Google dans certaines zones du monde. On utilise Bing de Microsoft, on utilise Baidu, le moteur chinois, essentiellement pour les photos qui viennent, les photos ou les images clés qui viennent d'Asie. On utilise également TinEye, qui est le moteur historique de recherche d'images, le moteur canadien, et on a un moteur qui s'appelle Karmadeke qui indexe toutes les images du site Reddit. Et donc avec ça, on va jouer sur cette complémentarité et pour voir si ces images n'ont pas déjà été indexées dans le passé. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de remonter jusqu'à l'image originale qui a servi à fabriquer ce faux. Et ici, quand on fait une recherche par similarité, alors parfois il faut remonter, parce qu'évidemment, une fois que vous êtes sur ce genre de vidéos, vous avez énormément d'articles qui vont parler du deepfake, et donc il faut pouvoir remonter dans le temps, et vous avez, si vous voyez en haut de l'écran, vous avez la possibilité dans Google, par exemple dans Google Images, d'aller remonter dans le temps. C'est-à-dire, je vais faire la même requête, mais je vais la refaire l'année dernière, par exemple. Et en remontant dans le temps, on finit par retrouver, alors ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu artisanal, on finit par retrouver la vidéo originale qui a servi à fabriquer ce deepfake. Et vous l'avez ici, donc en haut vous avez la vidéo originale, en bas vous avez la vidéo fake. En fin de compte, c'était une vidéo de Mark Zuckerberg en train de parler des mesures que prenait Facebook pour les publicités politiques. C'était suite donc à l'élection de Trump et aux accusations contre Facebook d'avoir laissé passer beaucoup de désinformation sur leur réseau. Et en fin de compte, c'était la vidéo qui a été trafiquée, c'est 18 secondes dans une vidéo qui fait plus de 10 minutes. Et donc là, aujourd'hui, pour retrouver ce genre de choses, il faut y aller manuellement, c'est-à-dire aller chercher dans l'arrière-plan de la vidéo tout ce qui change et retrouver pour pouvoir synchroniser les deux morceaux. Et sur quoi on est en train de travailler maintenant dans WeVerify, c'est d'essayer de synchroniser ça de manière automatique par similarité. C'est-à-dire on prend la vidéo de 10 minutes, on prend notre extrait de 18 secondes et essayer de matcher très parfaitement ces 18 secondes dans la vidéo originale, ce que j'ai fait au départ manuellement. Now, I'm not going to sit here and tell you that we're going to catch all bad content in our system. We don't check what people say before they say it, and frankly, I don't think society should want us to. Freedom means you don't have to ask for permission first, and that by default, you... Voilà, donc ça c'était septembre 2017, donc 2 ans auparavant. Vous voyez que Mark Zuckerberg a un peu plus d'assurance que devant le Congrès américain, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis. Et si on regarde la fabrication de ce deepfake, vous voyez que... Alors j'ai isolé juste 1 seconde. Ce que je vous montre, c'est 1 seconde de vidéo, c'est-à-dire ces 30 images clés remises dans un GIF. Et vous voyez qu'on voit il y a une espèce de rictus au niveau du visage, et ce qu'on s'aperçoit également, c'est l'oreille gauche de Zuckerberg qui bouge toute seule. Ça, c'est le genre de petits défauts auxquels on reconnaît des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos qui ont été fabriquées par intelligence artificielle, parce qu'il y a encore des petites imperfections. Et c'est ça qu'essayent de corriger les GAN dont parlait Harold tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Generative Adversarial Networks, c'est-à-dire des réseaux antagonistes génératifs, où vous avez un générateur qui fabrique les fake news, et un discriminant qui va faire en sorte de les détecter. Et il y a un jeu à somme nulle entre les deux qui fait qu'on essaye de retrouver, il y en a un qui essaye de faire le fake, l'autre qui essaye de trouver le fake, et du coup, le générateur fait des fakes de plus en plus sophistiqués, et le discriminant devient de plus en plus meilleur pour essayer de retrouver le faux. Alors dans WeVerify, très rapidement, on travaille sur plusieurs axes. On travaille, vous voyez en bas pas mal d'icônes, on travaille sur l'analyse des réseaux sociaux et le monitoring des réseaux sociaux underground. Les réseaux sociaux underground, c'est le type 4chan, 8chan et autres, qui sont des réseaux sociaux où souvent les campagnes de désinformation sont préparées avant d'être lancées sur Facebook, quand on s'adresse à des votants, par exemple, dans des élections, donc à tous les citoyens, et plutôt sur Twitter quand on essaie de viser les médias. On travaille également sur les deepfakes, donc là carrément sur la détection des deepfakes, et on travaille également sur la fabrication d'une base de données de faux connus, parce que ce dont on s'est aperçu, notamment au niveau de l'image, des photos et des vidéos, c'est que ces faux sont parfois récurrents. C'est-à-dire vous avez un faux qui est démasqué démystifié dans un premier pays, il réapparaît dans le pays d'à côté, ou il réapparaît dans d'autres langues. Et ça arrive assez fréquemment. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bonne illustration, notamment sur les migrants par exemple, une bonne illustration d'un séisme ou d'un tremblement de terre, cette image aura tendance à réapparaître quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, dans le même type d'événement, mais dans un contexte différent.
Je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup, mais qui est un exemple aussi qui montre les biais de l'intelligence artificielle et la confusion que provoquent les fausses informations sur les moteurs de recherche et sur les index des moteurs de recherche. Cette photo est apparue à un moment de la mort de Ben Laden. C'est une photo, on appelle ça la photo verte de Ben Laden, ou la photo en vision nocturne de l'opération Geronimo à Abbottabad, là où il a été tué par les forces spéciales américaines. Et cette image, c'est un faux. C'est un faux qui est assez connu. Mais quand on la met dans Google, encore aujourd'hui, alors je n'ai pas testé ce matin, hein, mais je l'ai testé il y a quelques jours encore, Google vous répond de manière assez généralement la mort de Ben Laden ou le corps de Ben Laden ou Ben Laden mort. Là ici j'ai sur ma diapo Osama Bin Laden Death Photo Real. Et en fin de compte, on sait que cette image, elle a 89%, 89,29 pour être précis, de similarité avec cette autre image que je vous montre en plein milieu là. Et cette image, on sait que c'est une image clé du film de Ridley Scott, La chute du faucon noir. Donc ça veut dire que des fausses images induisent en erreur les principaux moteurs de recherche qui ont des moyens absolument colossaux en matière d'intelligence artificielle. Alors pourquoi ça? J'aurais peut-être dû préciser. Google complexifie la recherche d'images avec à la fois de la recherche par similarité, donc on recherche des images similaires basées sur le contour, basées sur détection de forme, de colorimétrie, etc. dans l'image, mais ils font une prédiction par intelligence artificielle. Vous voyez qu'il y a marqué Best Guess for this image. Donc ils font, par intelligence artificielle, ils vont essayer de prédire qu'est-ce qu'il y a dans l'image ou d'extraire de la connaissance de cette image. Et c'est parfois, ça arrive assez fréquemment sur des fausses infos, qu'on a ce genre de réponse de Google qui donne la réponse inverse de celle qu'il devrait donner. Là, en l'occurrence, donc on est à 89,29% de similarité. Et pour faire écho également à la présentation de mes copanélistes, j'ai mon petit code sémiotique aussi avec Umberto Eco. Ce qu'on essaye de faire dans cette base de données, en fin de compte, c'est de stocker l'original. Ça veut dire dans du blockchain, essayer de stocker l'image originale qui a été utilisée dans un contexte de faux, avec toutes les fois que l'on sait qu'il y a de nombre d'occurrences de cette image dans des contextes de faux. Et on va rajouter par-dessus une couche de similarité, dans le computer vision, de similarité d'image, de façon que quand les gens vont nous envoyer leurs images, on va leur dire votre image, elle a 90% de similarité avec telle image dont on sait qu'elle a déjà été utilisée dans tel ou tel contexte de faux, ça a été déjà démystifié par le blog factuel.fr.com, ou ça a déjà été démystifié par France 24 ou par Snopes. Et donc on va à la fois indexer toutes ces opérations de fact-checking qu'il y a dans le monde, analyser les images et les stocker dans un index par similarité, et garder les images originales dans du blockchain de façon à pouvoir prouver que l'image en question est une image qui a une vie, qui a une réalité, mais que cette image a été décontextualisée, ou voire même altérée, photoshopée par exemple, comme celle-ci, et a été donc réutilisée dans un contexte de faux, avec l'idée aussi que ça peut servir au moteur de recherche pour, à nouveau une allusion à Umberto Eco, contrer la force du faux. La force du faux, c'est le titre du premier chapitre du livre d'Umberto Eco qui s'appelle Serendipities, et donc ces faux qui réapparaissent au fur et à mesure, et c'est assez fréquent d'avoir des faux qui sont démystifiés une première fois dans un premier pays et qui vont aller se balader dans d'autres pays à plusieurs reprises. Dernier point, on travaille également sur l'analyse de réseaux sociaux, et là justement pour faire l'écho avec la présentation de mes copanélistes. Alors ici vous voyez l'article de Rémi Banet sur cette vidéo d'un Tchèque donc en Crète, et ce que je voulais vous montrer en dernier lieu, ça c'est bêta, c'est pas dans le plugin actuel. Alors le plugin, je ne l'ai pas précisé, mais il est disponible gratuitement sur le Chrome Store. Donc si vous allez sur le Chrome Web Store, vous pouvez le télécharger. Il s'appelle toujours InVid parce qu'on l'a développé au départ dans le projet InVid. Et on rajoute cette brique d'analyse de réseaux sociaux. Donc j'ai fait la recherche sur le mot réinformation. J'ai pris une plage temporelle relativement réduite parce que je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais recevoir. Donc j'ai pris du 1er septembre jusqu'à ce jour, pas jusqu'à hier soir minuit. Je tombe sur 2421 tweets. Donc ici, j'ai les retweets au fur et à mesure. Et ça va me sortir aussi les utilisateurs les plus retweetés sur cette thématique-là, donc ceux qui s'affichent le plus comme étant des médias de réinformation ou parlant de réinformation. J'ai également les utilisateurs les plus liés, les plus likés, je n'ai pas mis mes lunettes. Et j'ai également tous les hashtags
qui sont utilisés en même temps que le mot réinformation, c'est-à-dire les différents hashtags. Donc ça permet d'aller voir des recherches connexes par rapport à ces mots-clés. Et puis j'ai également les utilisateurs les plus actifs. Et j'ai un nuage de mots automatique qui va ressortir les différents mots-clés qui sont utilisés dans ce corpus de 2421 tweets. Et alors on a plein de mots différents, mais après je vais pouvoir aller regarder, par exemple vous avez du Eric Zemmour ici, si je clique ici, voilà, je vais récupérer tous les tweets qui parlent d'Eric Zemmour par exemple. Donc ça permet d'aller analyser à partir simplement donc tous les graphiques que je vous montre sont dynamiques, et on va pouvoir aller voir tous les tweets qui se rapportent derrière. Et on va, dans une prochaine étape, on va rajouter des graphes de propagation pour voir les différents qui parlent, quels sont en utilisant des outils de détection linguistique, notamment ce qu'on appelle du stance detection, c'est-à-dire de la détection de tonalité dans le discours, pour savoir qui est plutôt en faveur de cette problématique, qui est plutôt contre, qui est plutôt neutre, etc. Pour essayer de cartographier ça sous forme de graphe. Voilà, et pour finir, si vous n'avez pas encore tweeté, il est encore temps. Merci Denis. Juste une petite question très rapide. Le dernier outil que vous nous avez présenté, il va être disponible aussi sous un plugin, ou ça va... Est-ce que tout le monde pourra l'avoir sur son ordinateur? Alors, c'est dans le même plugin, c'est-à-dire dans le même plugin qu'on appelle Invid WeVerify maintenant, puisqu'on le maintient et on l'augmente dans WeVerify. Ce qu'on va probablement faire, je l'ai expliqué aux étudiants qui ont assisté à ma démonstration hier après-midi, c'est que dans un premier temps, tout au moins, on va le brider, c'est-à-dire qu'on mettra probablement un accès par login password. On va commencer par des bêtas à peut-être 50-100 utilisateurs, parce que c'est assez coûteux côté serveur. Et donc du coup c'est assez juste pour vous dire, ça c'est ce que j'ai fait hier soir, il a fallu que je relance le serveur pour faire la démo ce matin. Donc c'est ce qu'on appelle du nightly build, hein, c'est pas encore sec. Et donc on va le sortir au fur et à mesure, mais ça sera plutôt sur invitation, sous forme de mail, avec un login password pour le moment. Okay. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce matin? Oui. D'abord, une clarification, ce qu'on a présenté, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. C'est pas un projet qui est déjà réalisé. Et essentiellement, on va y aller avec, pour notre corpus, pour avoir le plus proche de quelque chose de propre et de correct. On va y aller avec des agences reconnues. Donc, au Québec, il y a des agences de presse reconnues, Radio-Canada, qu'on a vu, Le Soleil, et il y a des agences de réinformation très connues, Québécois de souche, Le Peuple. Donc, on va y aller premièrement avec ces groupes bien établis. Et notre outil ensuite va permettre de quantifier l'effet de similarité. Donc, on peut prendre d'autres agences, des points d'interrogation, dont le Journal de Québec, le mettre dedans et savoir ce qui est plus proche de vraies nouvelles ou de réinformation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'attend pas, nous on parle dans la construction de nos indicateurs, on parle des normes et des conventions et des règles journalistiques. Ce qu'on vous apprend à l'école, on sait très bien que dans la pratique, ça écrit un peu différemment. On sait ça. On ne s'attend pas à ce que notre outil soit vraiment parfait parce que, comme Richard le disait, notre base de connaissances sur c'est quoi une belle information, une bonne information, d'emblée peut être biaisée. Et encore là, on est dans un espace médiatique culturel québécois qui est beaucoup plus neutre qu'en France. Si par exemple, dans le cas français, on se sert du journal L'Humanité, qui est un journal parfaitement légitime, c'est clair que d'emblée, ça va poser un problème d'éditorialisation de l'information. Donc nous, en amont, on a connaissance de ça et on va essayer de lisser au maximum pour éviter d'avoir des
des scores beaucoup trop différents. Mais on a conscience de ça. Je peux peut-être juste rajouter qu'une des problématiques dans ce qui vient d'être dit, c'est que en termes de publication scientifique notamment, et nous en termes d'accès à nos outils, c'est qu'il faut qu'on se méfie pour voir si nos outils ne vont pas être utilisés par les mauvaises personnes. Et donc, on parlait des GAN tout à l'heure, quand j'ai vu la démonstration de Richard et de Lily tout à l'heure, je me suis dit, les gens, Breitbart par exemple, ils peuvent utiliser un GAN par exemple, avec un discriminant qui va utiliser leur algorithme s'il est publié, pour essayer de fabriquer éventuellement des fausses nouvelles qui vont passer à travers le tamis. Donc en termes de publication scientifique notamment et en termes d'open source, ça devient un peu compliqué parce qu'on est obligé de prendre des précautions au moment de donner accès à ce genre d'outils, parce qu'ils peuvent être utilisés à mauvais escient aussi. Donc par exemple, les outils d'analyse des réseaux sociaux pourraient être utilisés par des gouvernements autoritaires, par exemple, pour cibler les opposants. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est combattre la désinformation. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'on va être obligé de faire des choses sur invitation plutôt que de le laisser complètement ouvert. D'autres questions? Pour vous, justement, vous avez montré dans les deepfakes à quel point, cette deepfake de Mark Zuckerberg m'a beaucoup surprise parce que les premières deepfakes, notamment celle de Obama, on voit à l'œil nu que la vidéo est modifiée et en quelques années, le niveau a considérablement augmenté. Ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à les détecter. Mais justement, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous n'avez pas peur, c'est une discussion qu'on avait déjà eue, qu'on soit dans ce système de IA contre IA, il y a une intelligence artificielle qui produit une deepfake, une intelligence artificielle qui la détecte, la première intelligence apprend de la deuxième apprend de la troisième, etc. Et on est sur une surenchère qui ressemble un petit peu à l'ordinateur et le virus, quelque part, où chaque camp, si vous me permettez ce binarisme, chaque camp apprend de l'autre. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous prévoyez dans le futur vis-à-vis de ça? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est un jeu du chat et de la souris en permanence. Et comment on se positionne là-dedans? On est le hamster dans la roue en train de courir, d'essayer de rattraper. On ne sait pas dans ce genre de dispositif si on est le chat ou la souris. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que le processus de vérification, il est multiple. C'est-à-dire qu'on peut vérifier l'objet numérique. Là, dans ce cas-là, quand on va les travaux qui sont faits par l'intelligence artificielle sur les vidéos, les deepfakes, c'est la vérification de l'objet. On va vérifier l'objet numérique pour voir s'il comporte des altérations. Ça, c'est le genre de choses, on l'a vu dans le forensic photo aussi, c'est-à-dire d'appliquer des filtres sur le traitement du signal. C'est quelque chose qui demande d'être formé, qui demande de l'interprétation qui n'est pas toujours facile à avoir. Et puis, une vidéo, par exemple, là, si je prends une photo ici, j'ai une grosse lampe là derrière qui m'envoie de la lumière dans la figure. Ma photo va être mal exposée à un moment donné. Ça va donner une altération sur un filtre forensic. Alors que ma photo ne va pas être altérée, je ne l'aurais pas passée dans Photoshop. Donc, il y a un décalage entre parfois certains outils qu'on utilise pour vérifier les choses et ce qu'on peut appeler une altération sémantique d'une photo ou d'une vidéo, c'est-à-dire le fait qu'on a vraiment manipulé l'image. Et donc, on travaille aussi sur plusieurs axes. On travaille à la fois sur la détection contextuelle, c'est-à-dire les liens que l'objet numérique entretient avec le monde extérieur. Quand on va envoyer une photo dans Google Images, par exemple, par une recherche par similarité, ce qu'on va faire, c'est en fin de compte, c'est aller rechercher si cette image, elle est déjà connue. Est-ce qu'un moteur a déjà indexé cette image ou une copie de cette image? Et donc ça, déjà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire par les outils d'intelligence artificielle parce que personne n'a l'index de Bing, de Google, de Yandex, de Baidu et autres dans sa poche. C'est quelque chose qui est colossal au niveau mondial. Et nous, on joue précisément sur la complémentarité des différents index. Donc c'est en jouant sur plusieurs registres qu'on arrive précisément à vérifier, recouper. Donc c'est du travail, c'est recouper les sources, hein, c'est presque du travail journalistique, évidemment par d'autres moyens, par des moyens plus techno parfois. Et puis un autre problème, c'est la dilution de la source sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si je faisais un sondage ici dans la salle, si je vous demandais où est-ce que vous avez vu cette information, il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui me diraient sur Facebook ou sur Instagram. Mais combien d'entre vous me diraient, je l'ai vu dans un article du New York Times posté sur Facebook, ou sur, je sais pas où, ou sur Twitter. Combien d'entre vous me diraient, non, c'est un article de telle publication du Monde, ou je sais pas, du Figaro, du Libération, etc., qui a été posté à tel endroit. La dilution de la source, c'est quelque chose qui est très important parce que on finit par perdre cette notion de source.
Et du coup, on croit aussi à ce genre de vidéos deepfake parce qu'on les voit passer sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi la source? Un président d'une grande entreprise ou a fortiori d'une nation ne s'exprime pas en général sur Facebook, à moins qu'il y ait un live Facebook qui était annoncé à l'avance. Donc c'est travailler à la fois sur la source, à la fois sur le contexte de l'objet numérique et sur l'objet numérique en lui-même, ça permet justement d'éviter, d'avoir encore de l'espoir de réussir à trouver la bonne information et à vérifier l'information. Si les réseaux sociaux font bien les choses, parce que là vous parlez du travail sur la source, aux États-Unis, Facebook a lancé il y a à peu près un mois un onglet qui s'appelle News. C'est un projet en fait sur lequel il y a des médias qu'ils appellent vérifiés, sur lesquels on est censé pouvoir s'informer. Et sur cet onglet, ils ont validé Breitbart News. Voilà. Il y a une dernière question. Alors, sur la partie analyse de réseaux sociaux, on peut se protéger justement en faisant uniquement des invitations au départ, et notamment en essayant de réserver plutôt à la communauté journalistique l'accès à l'outil. Alors après, on est utilisé aussi par Amnesty International, par le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève et plein de centres sur les droits de l'homme un peu partout dans le monde. Pour ces gens-là, s'ils veulent jouer avec, on les laissera. Mais on va faire attention de pas donner l'accès à n'importe qui. Ensuite, on a c'est l'un des avantages d'avoir fabriqué ce plugin et d'avoir 15 000 utilisateurs partout dans le monde, c'est qu'on a accès aux données. Donc on a les données, on voit qui c'est qui. Enfin, elles sont anonymisées parce qu'on est RGPD compliant, mais on voit qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, si on voit quelqu'un qui commence à s'amuser à envoyer des fausses images avant que ça ne soit diffusé sur Twitter ou sur Facebook, on peut voir qui c'est et on peut essayer de blacklister la personne en question. Après, encore une fois, comme on utilise plein d'outils différents, c'est difficile de se prémunir contre toutes les possibilités de détection qu'on a. Notamment le fait d'avoir 6 moteurs de recherche d'images. Vous avez des images qui passent à travers Google, par exemple. Car vous la mettez dans Google et vous ne trouvez rien. Mais si vous la mettez dans Yandex, si vous la mettez dans Bing ou vous la mettez dans Tinai, vous allez trouver quelque chose. Et donc du coup, ça permet de bypasser d'une certaine manière le fait d'utiliser un seul outil, quoi, parce que ça commence à devenir difficile. Si vous faites un fake et vous devez aller passer 1 heure ou 2 à aller analyser votre fausse image dans plein d'outils différents pour trouver que finalement à tel ou tel endroit ça passe ou ça passe pas, ça devient compliqué. Les gens qui font ça en général, dans la grande majorité, ils font ça de manière extrêmement rapide et avec des photos ou des vidéos qui sont très souvent juste décontextualisées. Ils téléchargent une vidéo, ils la remettent dans le circuit et c'est tout. Merci beaucoup à tous, bon colloque, à bientôt.